Nous passons à présent à Francesca Guerrasio, qui nous rejoint en visio. Bonjour. Bonjour Francesca, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Absolument. Très bien. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci pour avoir accepté mon intervention en visioconférence. J'aurais bien aimé être à Lyon avec vous, mais un concours d'histoire de la musique auquel je participe tombe dans ces mêmes jours. Donc, malheureusement, je ne peux pas être là. Alors, le but de ma communication intitulée Du cri au chant, analyse du traitement de la voix dans les œuvres de Salvatore Sciarrino, Irma Rabinale et Teresa Rampazzi, est de montrer que l'exécution d'une ligne mélodique ou l'interprétation d'un texte est souvent, ou au moins dans les œuvres de ces compositeurs, déjà dramaturgie vocale servant les relations entre individus et se constituant comme une catégorie particulière d'objets sonores. C'est pourquoi nous avons répertorié et ensuite analysé les cris, plus en général les gestes vocaux et leur traitement dans certaines œuvres du deuxième après-guerre en Italie, c'est-à-dire Lohengrin, Action invisible, Persée et Andromède, Perseo Andromeda, et Infinito Nero, Infini Noir de Salvatore Sciarrino, la ballade du vassal de Irma Rabinale. Et quelqu'un se demandera pourquoi aurais-je inséré Teresa Rampazzi parmi ces compositeurs alors qu'elle n'écrit nulle composition pour la voix. Eh bien parce que Teresa Rampazzi, avec un coup d'éponge, détruit conceptuellement bien sûr tout ce que ces compositeurs réalisent avec leurs œuvres. En ordre chronologique, elle le fait déjà dans les années 60, avant qu'ils ne commencent leurs expérimentations sonores, mais ça, on le verra plus tard. Donc, si de tout temps la voix a retenu l'attention des compositeurs et passionné le public, il faut attendre le XXe siècle pour que la notion de vocalité soit véritablement élargie, pour être considérée alors comme la qualité vocale d'un événement sonore. De nombreuses expérimentations sont menées en Italie afin d'explorer de plus en plus les matériaux linguistiques ainsi que les possibilités de l'appareil phonatoire humain. Parmi de nombreux compositeurs tels que Luciano Berio, Luigi Nono, Bruno Maderna, etc., Salvatore Sciarrino pousse son travail à la limite de l'exploration vocale, considérant la voix comme émanation du corps tout entier, dont il faut avoir une maîtrise exceptionnelle si l'on aspire à moduler toutes ces intentions sonores. Lieu d'intériorité, de fidélité des différents mouvements de l'âme, elle se traduit dans un mode d'expression de la souffrance devant un éternel devenir, la voix dans l'espace infini. À partir de Lohengrin, Sciarrino charge l'événement vocal d'une grande portée psychologique à travers l'évocation de la nature et des mouvements introspectifs. La vibration de l'air émis par le corps humain, prolonge l'individu à l'extérieur de lui-même. Elle lui permet d'envoyer en délégation dans l'espace la trace immatérielle mais physique de ses émotions et de ses pensées, pour la simple traversée d'un lieu comme dans l'appel, pour investir son territoire social structuré dans la langue par l'échange de la parole ou l'ornement modulé du chant. Libérée de sa connotation négative, de la nécessité de dire, la voix s'aventure dans les territoires inexplorés de la conscience humaine, caractérisés par des bruits, des cris animalesques et une infinitude de sons presque inaudibles. Citons, à titre d'exemple, les premiers gestes vocaux d'Elsa, la protagoniste de Lohengrin, qui se produit dans des allaitements qui rappellent des aboiements lointains, renvoyant l'image sonore d'un paysage nocturne champêtre. Il ne s'agit pas simplement de l'imitation dans l'espace, mais plutôt de son évocation, à travers des sons aptes à susciter des pures illusions, aptes à reproduire à travers la voix ce que Sciarrino appelle le monstrueux paysage de l'âme. Pour la chanteuse, cela nécessite un tractus vocal totalement dégagé
et une grande souplesse des muscles linguaux et bucco-faciaux. La production d'impulsions assez fortes du diaphragme, des petits coups de langue, l'intonation à peine audible de syllabes ou de voyelles, les variations rapides de hauteur plus aiguës, plus graves et de timbre, le passage d'un son plus accentué à un autre non accentué, des jeux de langue et une respiration très particulière sont les caractéristiques les plus fréquentes du jeu technique demandé par Charino. La perception de ces variations nécessite une forte concentration de la part de l'auditeur, car les caractéristiques phonatoires et acoustiques de l'événement vocal sont parfois masquées par le spectre sonore de l'orchestre. De ce fait, il est difficile de distinguer un microson entonné d'un allaitement, la simple respiration d'un souffle sonorisé. L'usage de ce dernier, aussi abondant que diversifié, se révèle un trait fondamental de la poétique vocale de Charino. Des soupirs forcés, alternant avec de longs soupirs étirés, le parlando alternant avec du souffle ou encore des véritables exhalations alternant avec des inspirations sonorisées, tous ces éléments traduisent le sentiment très commun de la surprise, de la peur, de l'angoisse, de l'attente. Le souffle est donc chargé d'un rôle très important, celui d'évoquer, au même degré que le son musical, toute une série d'événements objectifs, par exemple lors de l'évocation de la nature, et subjectifs dans le court-circuit de la mémoire des protagonistes des œuvres du compositeur. Définie comme propulsion d'une certaine quantité d'air à travers le nez ou la bouche, la voix souffle est émanation du corps tout entier, matériau sonore qui a exactement le même statut que le son, un composé de souffle et de feu selon l'interprétation du texte sanskrit Sanjita Makaranda. C'est pourquoi souffle respiratoire, tension du larynx, roulement de gosier, coup de langue, glissando sourd, son aphone, mot chuchoté, illustre une vision éclatée de la voix comme une descente dans les limbes d'une vocalité virtuelle où retrouver le corps, c'est d'abord avouer le souffle. Avec Charino, la voix libérée de la nécessité de dire sera l'unique et le dernier refuge de la liberté des personnages. Je voudrais montrer maintenant l'exemple sonore de Lohengrin, si vous pouvez le reproduire, s'il vous plaît. Navré Francesca, celui-ci ne fonctionne pas. Ah, bien. Donc j'essayerai de faire comme ça. Alors, ça c'est un extrait de Infinito Nero, une œuvre de 1998 de Charino. Je vais voir si vous l'entendez. Non, l'exemple ne passe pas, malheureusement. Ah. Même pas maintenant? Non, rien du tout. Je renvoie le public à aller écouter par lui-même. D'accord. Lohengrin. D'accord. Oui. Alors, de toute façon, c'est vrai que il faut avoir une perception sonore vraiment très aiguë parce que ce que vous entendez sont des allaitements, des soupirs, la respiration. Donc, il faut faire très attention au silence parce que c'est pas un véritable silence. Voilà. Fragmenté, disloqué, caché, à peine prononcé. Si vous aurez, si j'avais pu envoyer l'enregistrement, vous aurez entendu une prononciation très très rapide, extrêmement rapide, comme une mitraillette. Et la voix se prononce c'est vraiment comme ça, hyper rapide et comme en flèche. Donc, la voix-parole perd sa tâche habituelle de porteuse de signification pour naître et mourir dans un son vivant qu'on la traduit, éventuellement la déroute.
dans l'abîme des infinis signifiants. Dans une société décrite par le compositeur comme entièrement soumise au jugement d'autrui, au lieu commun et aux fausses pudeurs, la voix subsiste singulière, originale, unique, comme un phénomène inaliénable échappant à toute mainmise, scarification de chacun. La voix, en tant que matériau sonore, est chargée d'une portée essentielle, et par rapport à l'idée de langage, et par rapport à l'idée de création artistique. Selon Charino, elle est donc déterminante pour la formation d'une chaîne communicative. S'il est vrai que la voix doit être appréhendée comme du son humain articulé, de la phonation en acte, ce qui se révèle intéressant n'est pas la signification de la parole, je répète, mais plutôt la mise en œuvre d'un processus physio-psychocognitif complexe qui l'inclut. Autrement dit, ce n'est pas l'apparence de l'expression qui est déterminante, mais sa substance. Cela implique la façon manifeste d'écrire cette substance. En amont, le graphisme, que vous voyez maintenant si je ne me trompe pas, qui décrit du point de vue de la sémantique l'aire ratio-conceptuelle de l'événement vocal. Pour parvenir à mélanger son et silence, traduire le geste vocal et susciter de cette façon l'incertitude métaphysique, Charino élabore un système complexe de signes. Un ensemble d'éléments linguistiques et musicaux coordonnés par une unité fonctionnelle de prescription et de gestes qui présuppose un échange mutuel entre l'interprète et le compositeur. La fonction expressive de l'événement vocal n'est pas seulement assignée au signe graphique, attention, mais aussi à l'explication ponctuelle de son effet psychologique. Le matériau vocal découvre ainsi sa spécificité, non plus dans le sens d'une autonomie textuelle, mais dans son interférence avec toute une série d'articulations sémiotiques qui changent le phonème isolé dans un babel linguistique. Le fragment contracté dans une succession de signifiants psychologiques, le plus petit point sur la portée dans un flux continu de souffle et de microsons. Respiration, souffle, si vous revenez un instant en arrière, respiration, souffle, salive, parole, précisément codifiée, exprime les diverses manifestations ou acceptions de l'image fondamentale du monde apparent, voire mondain, et de ses renvois psychologiques. Cet arsenal de moyens et de matériaux vocaux utilisés, qui sont à la base de la poétique du ton de la voix, voire de ce que Daniel Cohen-Levinas appelle les icônes de la voix, révèle l'existence de deux systèmes sémiotiques différents, identifiables sous la base des rapports existants entre les nombreux symboles. Un, le système de signes symboles musicaux, à proprement parler. Deux, le système verbal d'indication gestuelle qui décrit et explique le signe graphique. Est-ce que vous pouvez avancer avec... voilà. Le premier système, bien sûr, fait référence au signe de l'écriture musicale et à sa négation, dont la synthèse révèle la présence non déclarée, quoique essentielle et indéniable de l'interrogation du geste. Le deuxième système consiste en un ensemble hétérogène strictement référentiel où un symbole graphique conventionnel ou non correspond à une indication verbale ou à une prestation de caractère gestuel. Le résultat est celui d'un résumé formel de l'union du signe et de la parole, d'un métalangage qui convoque inévitablement le corps. Vous voyez sur l'image projetée que vous avez des indications psychologiques que vous retrouvez en partition, donc maternelle, égarée, excitée, enfantine, avec un rire argentin, et puis des indications physiologiques, avec des roucoulades, avec des soupirs, avec des respirations, avec d'insensibles reprises d'haleine, etc., etc. Mais Charino va encore plus loin. Et donc, le mot prononcé participe, pour ainsi dire, d'un procès général
opérant sur une situation existentielle qui l'altère en quelque façon et dont la totalité engage le corps des participants. Or, les schémas que j'ai élaborés se réfèrent à 3 œuvres en particulier, Lohengrin, Perseo et Infinito Nero. Elles sont écrites dans l'espace temporel d'une décennie et en fait ont une importance singulière dans le catalogue de Charino, parce que Lohengrin est la première expression, la première œuvre de sa recherche d'action invisible. Perseo Andromeda, sa première œuvre mixte, écrite pour voix et live électronique, et Infinito Nero représente l'accomplissement idéal de cette action invisible exprimée au travers d'une représentation pauvre, voire nulle. Le système d'indication expressive relative à ces 3 compositions subit une sorte de dessèchement explicatif. Je crois que c'est le slide successif. Vous voyez, il y a 32 voies d'indication d'expression sonore à Lohengrin, 18 en Persée et seulement 6 en Infinito Nero, par exemple. Ce dessèchement pourrait s'expliquer par la volonté du compositeur de ne pas alourdir la partition avec des indications dramaturgiques trop précises et de laisser à l'interprète une marge d'improvisation. Donc, en fait, vous avez, comme je disais, 32 voix d'indication d'expression sonore, pianissimo, plus loin, plus près, à fond, trépidante, sonore, en se dispersant, léger, etc. 18 voix, écho, chuchoté, glissando, hurler, et seulement 6 voix, Infinito Nero. Parce que, comme je disais, il y a la volonté de Charino de ne pas alourdir la partition, en même temps de laisser à l'interprète une marge d'improvisation. À l'ensemble des bruits vocaux indiqués sur la partition correspond en effet mimétique précis, décodifiable seulement à travers la construction de chaînes associatives reproduites à l'infini, donc dynamique, intensité sonore, syndagogique, modification d'allure, variation dynamique, gestes vocaux. Dans la même décennie où Charino écrit ses 3 œuvres, Irma Rabinale élabore elle aussi des compositions qui vont dans le sens d'œuvres performances qui ne requièrent que peu de ressources économiques et de décors, quand il y en a, sans prétention. Un théâtre qu'on peut définir comme nu, pauvre dans ses moyens, mais riche en perspectives et significations révélées par cette nudité. Il ritratto di Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray d'après Oscar Wilde, opéra de chambre en un acte datant de 1970, s'inscrit déjà dans son contexte de nudité, où l'absence de scénario est comblée par la présence de faisceaux de lumière qui éclairent l'action selon les prescriptions de la compositrice. Puis encore Spleen, premier prix au concours international de composition de Trieste en 1976 pour baryton et orchestre, créé en 1980 à l'Auditorium Rai de Rome. Et puis la ballade du Vassal, 1980, pour voix féminine, dans laquelle l'absence de décor se justifie par la nécessité de mettre en avant la nature intime du personnage protagoniste, son espace intérieur, comme dans une sorte de théâtre finalisé. Au niveau textuel, plutôt que de ballade, on pourrait parler d'apologus du bon gouverneur, à savoir le vassal, auquel son seigneur confie des terres par un contrat de fidélité absolue, scellé par un serment. Tout irait bien si le suzerain voyait ses propres intérêts menacés, tant si bien qu'il décide de changer d'attitude, passant rapidement à la violence comme seul paradigme du pouvoir. Les verbes pronominaux du livret, comme m'écraser, me frapper, me détruire, et la métaphore de l'arbre hivernal de Pouillet, choisi par Rabinal, pour représenter la douleur, bien sûr, contribue à donner une sensation de fusion panique entre le moi du vassal et le nous de l'auditeur, et à se positionner nettement en faveur de l'opprimé, car l'oppresseur ne montre aucune transparence, ni intellectuelle, ni morale. La structure de l'œuvre dépend uniquement du rythme intérieur de la parole inspiré par le chant. Le ton convoqué par la compositrice est un ton abstrait,
celui de la mémoire, qui ne requiert pas une mesure. D'ailleurs, la partition ne contient pas d'indication de mesure, mais regorge d'indications d'allure qui, suivant le texte, renvoient à l'état d'âme du protagoniste de l'action. On en compte 24 qui vont du lento au mosso deciso et mosso cupamente, mosso sombrement, très sombre. Passant par une seule fois durant les 8 minutes de la composition, par l'allegro moderato. La lenteur du temps qui s'écoule, est exprimée par l'expression la plus utilisée par la compositrice, adagio, qui s'accorde mal avec le sentiment d'anxiété du vassal, connoté par le mot anxieux, souvent indiqué en partition et substitué lors du mot soccupamente avec agitato, agité. Les nombreux silences de différentes valeurs, souvent placés après l'apostrophe signore, seigneur en début d'une figuration irrégulière, suspendent les mots et soulignent les sanglots de douleur. L'utilisation de cette technique rappelle en filigrane l'effet octus, caractéristique de la musique médiévale, tout comme l'émélisme, le plus souvent sur les voyelles A et O, créé en lien avec la tradition vocale grégorienne. Il s'agit bien évidemment de mettre en perspective de façon imaginaire des procédés et des figures du passé pour les retrouver et renouveler dans le présent, car continuer sans innover équivaudrait seulement à copier et à répéter, mais innover sans continuer signifierait construire sur le sable et revasser dans le vide. La puissance de l'innovation en tant qu'appel à la continuation comme exigence de prolongement nous paraît être à la base de la conception éthique de l'art, de la poésie et de la réflexion sur la création artistique et musicale d'Irma Ravinale. La tradition, en tant que mémoire du passé projetée dans l'actualité, est une dimension spécifique de sa poétique qui devient l'essence de son art. Les glissandi qui dépassent l'octave et demi, les syllabes sans intonation, les cris suffoqués, suivis par des retombées soudaines caractérisées par des nuances opposées du forte au pianissimo, sont les multiples gestes vocaux ou très contemporains qui accompagnent la messa di voce, le vibrato, les sons bouche fermée typiques de la vocalité italienne. Toutefois, la tradition n'est ici que l'expérience de la connaissance en tant que moment significatif de l'appréciation esthétique. Le travail de Ravinale se limite donc à la redéfinition et à la réélaboration d'un événement dramaturgique déjà fortement déterminé, avec des moyens déjà connus, mais innovés, qui s'insèrent dans un contexte d'innovation. Enfin, avec Teresa Rampazzi, compositrice parmi les plus engagées dans le développement computationnel appliqué à la musique, tout est supprimé. Parce que l'instrument, je parle de l'instrument voix, pour Rampazzi a épuisé ses possibilités. La voix a été violée, détruite. Il ne fait plus l'objet de communication et l'interprète n'est plus porteur d'un message irremplaçable. L'écoute de la bande, qu'on peut reproduire à l'infini, démystifie l'écoute. L'acquisition de nouveaux paramètres nécessite une expérimentation et une organisation ultérieure du matériau sonore. Alors, dans quoi consiste sa recherche? À interdire l'aspect subjectif de la reste musicale, la subjectivité émotionnelle, pour ainsi dire, afin de viser un contrôle absolu et scientifique de chaque événement. À la base de cette recherche, il y a une nouvelle conception de l'objet sonore qui implique d'investiguer la nature des sons produits en studio et de leur donner une organisation formelle. On n'a pas d'œuvre en tant que telle, bien sûr, sinon des événements sonores qui peuvent durer de 2 minutes à 10 minutes ou bien 30 secondes. Le but est éliminer polémiquement le niveau esthétique, en niant la centralité du moment de jouissance de l'art, en nous faisant complètement abstraction des objectifs d'agrément expressif, associatif et phonétique. Et avec cela, je vous remercie. Si on peut faire un dernier essai avec l'extrait d'Irma Ravinale, peut-être vous aurez
Lui, je l'ai. conscience. Lui, je l'ai. Est-ce que vous auriez un moment que vous voulez faire écouter particulièrement? Non, 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 c'est pareil. Bien, Francesca, merci beaucoup. Moi, je n'entendais rien. Je ne sais pas si finalement vous avez pu Il est entendre bien quelque passé dans la chose. salle. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Y a-t-il des questions? Nous avons le temps pour une ou deux questions.